Le Talmud. Le Talmud, c'est peut-être considéré comme étant le symbole de l'intelligence des peuples juifs. Un juif érudit, c'est un talmudiste. Aujourd'hui, dans le monde entier, on essaie de comprendre le secret de cette intelligence, de cette sagesse juive, symbolisée par ce monde qui est le monde du Talmud. Mais c'est quoi le Talmud ? J'aimerais maintenant vous amener dans une aventure absolument extraordinaire qui se passe entre la terre d'Israël, l'Irak, et nous allons parler justement de ce Talmud. Nous savons qu'à peu près vers l'an 200, Rabbi Juda le Prince a compilé les enseignements de la loi orale dans un recueil qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah, textuellement, l'enseignement, qui est donc un résumé extrêmement succinct de toute la tradition de la loi orale qui a commencé depuis Moïse au mont Sinaï et au travers de générations par Josué, les prophètes, les membres de la Grande Assemblée, jusqu'à l'époque de Rabbi Juda le Prince. Cette Mishnah que Rabbi Juda le Prince a composée était en fait au début constituée, nous disent nos sages, entre 400 et 600 ordres de Mishnah, c'est-à-dire la matière première était énorme, et Rabbi Juda Nasi a réussi à écrire un ouvrage extrêmement concis, basé sur les 6 ordres de la Mishnah dont nous avons parlé. La Mishnah a été donc conclue vers l'an 200 en Galilée, à l'époque du joug romain, dans une assemblée spéciale dans laquelle Rabbi Juda le Prince a amené auprès de lui la plupart des grands maîtres d'Israël, les grands maîtres de la Terre Sainte, et la Mishnah a été composée. Au début, les gens comprenaient la Mishnah, était bien comprise, mais rapidement, et surtout après la mort de Rabbi Juda Nasi, nous savons que les Romains ont commencé à mettre un peu plus de pression sur les Juifs et sur les rabbins. La compréhension de la Mishnah, et puis beaucoup de textes qui n'ont pas été intégrés directement dans la Mishnah, qui ont été intégrés dans des textes supplémentaires, la Tosefta, la Braïta, n'ont pas été compris. Rapidement, le texte premier a perdu sa compréhension initiale. Les sages ont eu du mal à comprendre quelle est exactement l'interprétation de la Mishnah. Et puis surtout, comme la Mishnah est écrite de façon extrêmement concise, plusieurs fois, quand arrivait un cas de jurisprudence, on ne savait pas comment retrouver le cas à partir de la Mishnah initiale. Et donc, à la fin de l'époque de la Mishnah, les maîtres de la Mishnah étant appelés les Tanaïm, a commencé à se développer des écoles qui ont commencé à essayer de comprendre le sens de la Mishnah. Comparer la Mishnah avec d'autres sources qui n'ont pas été intégrées, ce qu'on appelle une braïta, c'est-à-dire des sources extérieures, ou des sources qui ont été rajoutées, la Tosefta. Et a commencé à se développer une école, au début en Terre Sainte, et cette école s'appelle l'école du Talmud. Alors il faut bien comprendre, nos amis, le Talmud est une notion qui est très ancienne, qui date d'avant Rabbi Juda Nasi. Quand la loi écrite a été donnée, ce qu'on appelle la Torah, les 5 livres de la Torah, le Pentateuque, une partie donc de la Bible, l'Ancien Testament qui s'appelle le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Avec cela, Moïse a également reçu des lois qui sont des lois orales, qui expliquent la loi écrite et qui ont donc été consignées dans la Mishnah. Mais, dès le départ, Moïse a également reçu des règles pour arriver à comprendre, à partir de la loi écrite, différents cas de jurisprudence qu'on appelle les 13 degrés de compréhension de la Torah exprimés par Rabbi Ishmael. Donc, cette expression qu'on appelle le Talmud est une expression ancienne, mais qui a été nommée par ces maîtres qui se sont assis et qui ont essayé de comprendre via la Mishnah différentes lois, etc. C'est donc développé en Eretz Israël avec des élèves de Rabbi Juda Nasi, les jeunes élèves. Un est très connu, il s'appelle Rabbi Yochanan, qui était dans la région de Tibériade. Ce Rabbi Yochanan a commencé à créer une yeshiva, une maison d'études, qui avait pour but de comprendre le sens de la Mishnah. Et avec Rabbi Yochanan commence l'étude de ce qui va devenir plus tard
le Talmud de Jérusalem, ou bien, en français, le Talmud hiéro-soulamite. En vérité, le Talmud n'a pas été écrit à Jérusalem, il a été écrit en Galilée. On appelle ça Jérusalem parce que c'est le Talmud d'Eretz Israël. Dans certains manuscrits du Moyen-Âge, ce Talmud est appelé Talmuda d'Eretz Israël, le Talmud de la terre d'Israël, mais aujourd'hui on appelle ça le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem est un Talmud qui est assez concis. Les sages d'Eretz Israël avaient pour but uniquement de sortir la loi de la Mishnah, et ce Talmud s'est développé et a été terminé vers l'an 350. Alors il faut comprendre une chose. Il existe différentes traditions concernant Rabbi Yochanan. Une tradition dit que Rabbi Yochanan est décédé lui-même vers 270, et donc ce sont ses élèves et les élèves de ses élèves. On parle à peu près 4 générations de maîtres du Talmud d'Eretz Israël. Ces maîtres sont appelés les Amoraïm. Les Tanaïm sont les maîtres de la Mishnah, parce que le mot Tana veut dire Mishnah en araméen. Amora, c'est celui qui parle. Donc ce sont donc ceux qui expliquent la Mishnah, on les appelle les Amoraïm. Les Amoraïm d'Eretz Israël, donc une période d'à peu près entre 200 et 350. Est-ce que Rabbi Yochanan a accompagné toute cette période ? D'après certains, non. Il est décédé en 270 à peu près. D'après d'autres, et d'après certaines traditions, Rabbi Yochanan a vécu presque 300 ans, et c'est lui qui a conclu le Talmud de Jérusalem. Mais ce que nous savons, c'est que le Talmud de Jérusalem a été, on pourrait dire, terminé de façon un peu subite. Pourquoi ? Vers cette année 350, l'oppression romaine contre les Juifs arrive quasiment à son apogée. C'est également le début de l'adoption du christianisme par le monde romain. Et là, il y a une guerre ouverte par les Romains, qui sont donc les conquérants de la Terre Sainte, contre les Juifs, surtout contre les rabbins. Et nous savons qu'à cette époque, beaucoup de sages s'enfuient, quittent la terre d'Israël vers la Babylonie. Donc le Talmud de Jérusalem, on pourrait dire, n'est pas tout à fait achevé tel qu'on l'aurait peut-être voulu. Et donc c'est un Talmud qui est extrêmement important, mais qui n'a pas été très populaire pendant des siècles et des siècles. Les manuscrits sont très problématiques, il y a beaucoup de corrections à faire, et donc le Talmud de Jérusalem est un Talmud important, mais pas très connu. Ce qui est très important également à savoir, c'est que le Talmud de Jérusalem n'est pas sur tous les traités de la Mishnah. Il traite principalement du premier ordre qui s'appelle Zraïm, donc il parle énormément de tous les commandements relatifs à la Terre Sainte qui étaient de coutume à l'époque du Talmud de Jérusalem. On respectait encore les dîmes, une partie des lois de l'année sabbatique, etc. Donc c'est un Talmud très actuel, et qui a également Moed, Nashim, Zikin, qui traite également certains ordres, comme ceux qui traitent des lois conjugales, des lois de jurisprudence, et également des lois concernant les fêtes. Il ne traite pas sur tous les traités. C'est le Talmud de Jérusalem. Ce qui se passe, en parallèle avec le Talmud de Jérusalem, une partie des élèves de Rabbi Juda Hanassi ont quitté la Terre Sainte et sont allés habiter en Babylonie. Babylonie, l'Irak. En Babylonie, il y a une implantation juive extrêmement ancienne, puisque les Juifs arrivent déjà là-bas à l'époque de Nabuchodonosor, et même avant, déjà à l'époque de Sanchériv, à l'époque du roi Ézéchias. C'est le début de l'exil des 10 tribus, donc certaines arrivent déjà en Babylonie. Après la destruction du premier temple, on en a parlé, beaucoup de Juifs arrivent en Babylonie, s'installent en Babylonie, et une partie sont restés là-bas, même à l'époque du second temple. Donc, quand certains élèves de Rabbi Juda Hanassi eux-mêmes ont des problèmes, sont poursuivis par les Romains et d'autres problèmes, quittent la Terre Sainte, et les deux élèves les plus importants, on pourrait dire, de Rabbi Juda Hanassi qui vont s'installer en Babylonie sont Rav. Rav s'appelle Rabbi Abba Arirta. Ça veut dire, on l'appelait Rabbi Abba, il était très grand de taille. Donc on l'appelait Rabbi Abba le Grand. Mais il a été surnommé Rav. Rav, ça veut dire le rabbin par excellence. Et même dans certains textes talmudiques, il est appelé Rabbeinu Shebebavel. Rav, c'est un nom qui revient des milliers de fois dans le Talmud, est le grand maître du Talmud de Babylone, avec son collègue et ami qui s'appelle Shmuel. Rav et Shmuel, première génération de Amoraïm, des maîtres du Talmud, qui va devenir le Talmud de Babylone. Alors, contrairement à ce qui se passe en Eretz Israël, la situation en Babylonie n'est pas trop terrible.
Il y a des hauts et des bas comme partout en diaspora, il ne faut pas croire, mais les sages de Babylonie arrivent à créer des maisons d'études qui vont tenir pendant des centaines d'années. On en reparlera. Donc, principalement, nous connaissons des villes, la ville de Pumbedita, la ville de Soura, surnommée également Mata Marseilla. Nous avons la ville de Néardéa où Shmuel va résider. Dans ces villes vont être créées des maisons talmudiques de très haut niveau. Et il va même y avoir des sages d'Eretz Israël qui vont les rendre visite là-bas, et également des sages de Babylonie qui vont passer, écouter ce qui se passe dans les maisons d'études d'Eretz Israël. Il y a des relations, pas énormes, il y a des allées-venues entre la Babylonie et Eretz Israël. Et là, avec Rav et Shmuel, va commencer une période qui va durer à peu près 8 générations, dans laquelle les maisons talmudiques, ces maisons d'études, vont approfondir l'étude de la Mishnah, mais de façon différente que ce qui s'est passé en Eretz Israël. En Israël, l'étude est très concise. Il y a pas beaucoup de... La partie, vous savez, le Talmud est partagé en 2 parties. Une partie traite des lois elles-mêmes, donc l'explication, on pourra dire, légale de la Mishnah. C'est ce qu'on appelle en hébreu la halacha. La halacha, ça veut dire le mode de vivre. La façon de vivre, la façon donc de réagir, la loi juive. Il y a une partie assez importante du Talmud, qui est une partie, on pourrait dire, qui s'appelle la Haggadah. Aujourd'hui, elle est très connue en France, parce que dans les éditions dits Commandements de Verdier, il y a les Haggadot du Talmud, la traduction du livre En Yaakov, qui a été fait par la fille adoptée de Jean-Paul Sartre, donc une édition très connue, donc nos amis francophones connaissent, enfin en général érudits, peuvent acheter en France à Verdier les Haggadot du Talmud de Babylone. Cette partie, les Haggadot, ça veut dire les récits, les contes, les midrashim. C'est une partie qui n'est pas basée sur la loi, mais qui est plus basée sur la morale, sur l'explication de différents épisodes bibliques, ce qu'on appelle donc les récits, la Haggadah. Dans le Talmud de Jérusalem, il n'y a pas beaucoup de Haggadot. Il y en a, mais pas beaucoup. Le but, c'est surtout de comprendre exactement ce que la Mishnah, elle dise, et donc un Talmud beaucoup plus concis, qui est le Talmud de Jérusalem. Par contre, en Babylonie, les Juifs sont loin de la Terre Sainte. Il y a beaucoup d'assimilation. Il y a des problèmes profonds dans la communauté juive de Babylonie. Comment arriver à garder les jeunes de la communauté, des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, même en Israël, mais dans toute la diaspora. Comment on garde la nouvelle génération? Et les sages de Babylonie ont décidé, dans le cadre de cette étude, d'être polyvalents. Ça veut dire de développer énormément la compréhension profonde de la Mishnah en développant une étude qui est plus, pas uniquement technique comme notre Talmud d'Eretz Israël, qui est ce qu'on appelle en hébreu le shakla v'tarya. Des questions, des réponses. Il y a énormément de questions et on donne une réponse. Et sur la réponse, on va dire oui, mais ta réponse, elle est partielle parce qu'elle va d'après tel avis. Et si après je donne tel avis, la réponse n'est pas bonne. Ah, je vais encore donner une autre réponse. Tout ce qu'on appelle shakla v'tarya, je prends et je donne, des négociations qui sont faites entre les chachamim. Un passage qui est donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence, le talmudisme qui arrive à raisonner, c'est à peu près, avec toutes les différences, comme un jeu d'échecs dans lequel des fois il faut prévoir 3, 4, 5 pas en avant. Je donne une réponse, mais je sais qu'à ce moment-là, il y a une autre possibilité. Ça s'appelle Ibaït Emma. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. Et si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, je vais te donner une autre réponse. Et sinon, je vais te donner une autre réponse. Et puis des fois même, il y a des questions extrêmement pertinentes. Et à ce moment-là, on se pose des questions. Les questions sont appelées dans le Talmud Ibaya Léou. Dans une école, on dit, mais et dans quel cas, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Et à ce moment-là, dans toutes les yeshivot, on examine quelle réponse on peut donner. Et puis des fois même, on n'a pas de réponse. Des fois même, le Talmud de Babylone souvent termine en disant, vous savez quoi? Je n'ai pas de réponse, tout le monde s'est tu. Tais-coup. On ne sait pas quoi faire. On va attendre que le prophète Élie revienne. Donc un Talmud extrêmement vivant, un Talmud dans lequel il y a énormément de négociations. Et puis, une chose remarquable, les sages se parlent entre générations. Un sage qui va vivre en l'an 400 va discuter avec un collègue qui est décédé depuis longtemps, qui a vécu en l'an 300. Il dit, mais comment tu peux dire ça?
et je te donne une réponse. Et qu'est-ce que l'autre aurait pu répondre? C'est un Talmud extrêmement vivant, et c'est un Talmud qui a été très apprécié, et qui va devenir pendant des centaines d'années le Talmud principal sur lequel toutes les écoles du peuple juif dans le monde entier vont baser leur enseignement sur ce Talmud, le Talmud de Babylone. Alors quelques mots sur le Talmud de Babylone. La première génération, comme nous l'avons dit, c'est la génération de Rabbi Shmuel, élève de Rabbi Juda Hanassi, donc à peu près, on parle de l'an 220-230, le début de cette étude dans les yeshivot. Étude qui après, de génération en génération, va se développer. En 350, le Talmud de Jérusalem se clôt à cause des décrets. Dans cette époque, il y a deux grands maîtres. Un qui s'appelle Abaye et l'autre qui s'appelle Rava. Des maîtres qui sont très importants parce que ce sont les deux noms d'Amoraïm de Babylonie qui reviennent le plus dans tout le Talmud de Babylone. Abaye et Rava. Qu'est-ce qui se passe à l'époque d'Abaye et Rava? À l'époque d'Abaye et Rava, malheureusement, les yeshivot d'Eretz Israël quasiment disparaissent. Beaucoup de chachamim, beaucoup de grands érudits d'Eretz Israël vont passer en Babylonie. À cette époque également, le maître, le prince s'appelle Hillel, 10e génération de Hillel Azaken, de l'ancien Hillel qui a vécu à l'époque du Temple. Hillel Azaken va fixer le calendrier juif pour les générations à venir parce qu'on ne peut plus sanctifier la néoménie telle que c'était auparavant. C'est une catastrophe. La situation en Israël est catastrophique et là, il va y avoir un renforcement du Talmud de Babylone. C'est ce qu'on appelle Avayot d'Abaye et Rava. Abaye et Rava vont développer à l'extrême toutes ces traditions talmudiques et là va commencer en 2-3 générations une volonté de terminer, d'arriver à clore cet enseignement. Le message de ce qui se passe en Eretz Israël atteint Babylone. On n'est pas à l'abri de surprises, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Il faut conclure le Talmud de façon, on pourrait dire, intelligente, et de telle façon également que ce Talmud de Babylone va devenir le livre de chevet de tous les Juifs pendant les générations à venir. Celui qui va prendre cette mission de conclure le Talmud de Babylone tel que Rabbi Juda Hanassi l'a fait pour la Mishnah, il s'appelle Rav Ashi. Rav Ashi vit à peu près vers l'an 400. Il va décéder en 430 à peu près. Il a vécu à Mata Marseilla. Donc on parle à peu près 360, 430. Et à l'époque de Rav Ashi, va y avoir un miracle. Nous le savons dans la lettre qui s'appelle la lettre de Rabbi Shrera Gaon. On va parler des Gaonim, un grand Gaon, un grand maître qui va expliquer exactement la rédaction du Talmud. Il dit, à l'époque de Rav Ashi, il y a un miracle. Pendant 60 ans, la situation des Juifs à Mata Marseilla, à Sora, est tranquille. Comme ce qui s'est passé à l'époque de Rabbi Juda Hanassi avec Antoine. La situation est tranquille et Rav Ashi comprend que c'est l'opportunité ou jamais de faire venir tous les maîtres de Babylonie et d'essayer de fixer un enseignement qui va devenir l'enseignement ultime, le grand tribunal de Babel qui va donner les décisions sur tout l'enseignement qui existe depuis déjà presque plus que 200 ans. Il va y avoir 2 éditions du Talmud de Babylone pendant les 30 premières années, 2 fois par an, le mois d'Elul et le mois d'Adar. Tous les Chachamim de Babel arrivent à Mata Marseilla et discutent à chaque fois d'un autre traité de Mishnah. C'est ce qu'on appelle Yaché de Kala. Les mois d'enseignement, ces mois-là, les Chachamim quittent les champs, quittent tout leur travail et vont chez Rav Ashi et il va sortir une première édition, Mahadura Kama du Talmud de Babylone. La situation est tranquille, Rav Ashi comprend qu'il faut encore affiner et pendant 30 ans, 2 fois par an, 2 mois par an vont venir tous les Chachamim et donc va être rédigé le Talmud de Babylone, ce fameux Talmud que nous avons aujourd'hui. C'est un Talmud, dit nos sages, dans lequel tout est là-dedans, tout le judaïsme, la halacha, la loi, la pensée juive, la morale, les contes, les récits, l'exégèse de plusieurs passages bibliques. Tout se trouve dans le Talmud de Babylone. Il est très complet. Il sera rédigé en fin de compte sur 37 traités de Mishnah. Et c'est le Talmud de Babylone. Ce Talmud de Babylone, donc, Rav Ashi et son collègue Ravina, contemporain,
vont établir donc pendant 60 ans cet enseignement qui sera finalisé. Cependant, avec le décès de Rav Ashi à peu près vers 430 en Mata Marseilla, le Talmud n'est pas encore fini. Il faut encore prendre des décisions, après tout cet enseignement, comment on va régler la loi, comment on va sortir toutes les lois, et pendant encore 3 générations, jusqu'à l'an 500, il y aura encore des rajouts qui seront faits, des affinages. En l'an 500, à l'époque de Ravina, le fils de Ravuna, c'est pas le même Ravina, va être clos complètement le Talmud de Babylone. Donc, ce Talmud de Babylone va devenir l'autorité juridique parce qu'il a été conçu pas uniquement par Rav Ashi. C'est tous les grands sages de la génération, également les sages qui ont émigré d'Eretz Israël à Babylonie, qui vont composer ce texte qui s'appelle le Talmud de Babylone, un texte extrêmement vivant dans lequel, en fin de compte, un talmudiste, c'est quelqu'un qui rentre rapidement, il baigne dans ces discussions talmudiques. Ce qui fait que même de nos jours, quand quelqu'un étudie le Talmud de Babylone, il fait partie des discussions. Lui-même également aura des nouvelles questions. Mais le Talmud de Babylone, c'est la source de toute la loi juive. Qu'est-ce qui se passe avec le Talmud d'Eretz Israël? On revient en Eretz Israël. Est-ce qu'on a laissé tomber ce Talmud? Il se passe, mes amis, ces 30 dernières années, un miracle. Une résurrection du Talmud d'Eretz Israël. Mais elle n'a pas commencé maintenant. À l'époque du Gaon de Vilna, donc on parle à peu près de 1750, il y a une volonté en Lituanie d'arriver à remettre sur place l'enseignement du Talmud de Jérusalem, principalement le Talmud de Jérusalem sur l'ordre des semences, donc toutes les lois relatives à Eretz Israël. Pourquoi? Il y a des Juifs qui arrivent en Eretz Israël. Il faut revivre tout cet enseignement du Talmud de Jérusalem qui n'existe pas dans le Talmud de Babylone, qui ne traite pas les lois relatives à Eretz Israël, et donc le Gaon de Vilna, pendant plusieurs années, va s'atteler à corriger chaque erreur qui s'est glissée dans les manuscrits du Talmud d'Eretz Israël. Il arrivait à remettre sur la scène du peuple juif le Talmud de Jérusalem, en tout cas le Talmud de Jérusalem sur l'ordre d'Ézraïm. Aujourd'hui, plusieurs instituts en Eretz Israël écrivent des commentaires, remettent le Talmud d'Eretz Israël. Et aujourd'hui, nous trouvons également des fois quelques milliers d'érudits qui, à part être des grands talmudistes et qui savent bien étudier le Talmud de Babylone, sont revenus à cette étude extraordinaire du Talmud d'Eretz Israël. Nous sommes revenus à faire remettre dans la vie du peuple juif ces 2 maisons d'études, la maison d'Eretz Israël du Talmud de Jérusalem, la maison de Babylonie du Talmud de Babylone, et faire revivre dans la terre d'Israël de la façon la plus remarquable, la plus vivante, la plus attractive, tout cet enseignement, cette étude du Talmud.